Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus présents pour cette grande journée Archima consacrée au numérique et à la dématérialisation éco-responsable. Je suis Fabien Carré-Marionnet, journaliste pour Archimag. Et juste avant de laisser la parole à Clémence et à ses intervenants, je voulais vous rappeler que tout au long de cette journée, nous vous accueillerons avec grand plaisir sur les différentes tables rondes. À 10h15, les flux entrants et la numérisation. 11h, la digitalisation des processus avec un focus sur la facture électronique. Puis en début d'après-midi, 14h, on fera un focus sur la Loirine et les collectivités. Une demi-heure plus tard, 14h30, la gestion documentaire responsable, la GED et l'archivage électronique. À 16h30, la signature électronique. Et enfin, à 16h15, la keynote de clôture. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie. Merci Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clémence Jost, je suis la rédactrice en chef du magazine Archimag. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée exceptionnelle dédiée au numérique et à la dématérialisation éco-responsable, des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur chez Archimag comme au sein du groupe CERDA. Alors, comme vous le savez, l'impact environnemental du numérique n'est plus à prouver. Les chiffres circulent, on les connaît, et les experts qui sont présents à mes côtés aujourd'hui pour cette table ronde vont d'ailleurs en commenter quelques-uns. L'urgence n'est pas d'arrêter l'utilisation du numérique, évidemment, mais de viser la sobriété ainsi que des usages raisonnés et optimisés. Vous le verrez tout au long de cette journée, alors que les organisations publiques et privées comme la société civile sont en pleine phase de déploiement de la dématérialisation. Le sujet n'est pas de revenir au papier, loin de là, mais d'encourager une dématérialisation raisonnée, éco-responsable, qui contribue à la réduction de l'empreinte carbone. Donc aujourd'hui, 5 conférences thématiques vont se succéder: les flux entrants et la capture, la facture électronique, la Loirine et les collectivités, la gestion documentaire, la signature électronique, ainsi qu'une keynote de clôture. Et en guise d'introduction, je vous propose de poser le contexte de tous ces enjeux et de découvrir plusieurs bons réflexes pour adopter une démarche de numérique responsable. Alors, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux pointures du sujet. Erwan Fanja, vous êtes coordinateur du pôle numérique et durabilité au sein de la direction économie circulaire de l'ADEME. Bonjour Erwan. Bonjour à tout le monde. Et Jérôme Molly, vous êtes en charge du numérique responsable chez Mano Mano, mais aussi président de l'association Green IT. Bonjour Jérôme et bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors, si vous le voulez bien, moi je vous propose de nous faire une rapide présentation de ces deux organismes, si vous êtes d'accord. Je commence avec vous, Jérôme. GreenIT.fr, en fait, c'est un collectif d'experts qui a été créé en 2004 et qui est devenu une association à but non lucratif en avril 2022. Et elle fait la promotion des démarches de sobriété numérique, de numérique responsable, d'éco-conception de services numériques, de slow tech, de low tech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est ça, ça résume bien l'activité de l'association. Donc en très résumé, notre mission c'est d'éclairer le débat public parce que bon, aujourd'hui ça commence à être le cas, mais le collectif, ça fait de nombreuses années qu'il existe et on a pendant très longtemps poussé des notions qui n'étaient pas forcément évidentes pour tout le monde. Donc éclairer le débat sur les enjeux environnementaux du numérique, où est-ce qu'ils sont, de combien est-ce qu'ils sont, etc. etc. Et puis les solutions qu'on peut mettre en face de ça. Donc on peut parler de réemploi, de réutilisation, de recyclage. Donc ça, c'est les 3 R qu'on connaît bien. On parle aussi d'éco-conception, on parle aussi de choses comme ça. Et ensuite, donc plus largement, on essaye aussi d'éclairer le débat public sur les enjeux sociétaux du numérique, puisqu'on voit que les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux sont extrêmement liés avec voilà, des liens divers et variés. On l'a vu, par exemple, pendant le débat qu'il y a eu sur la 5G, de se dire, est-ce que c'est impactant ou pas impactant? Et puis la deuxième question derrière, c'était est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Et là, on dépasse complètement l'aspect purement environnemental.
Voilà. Et au-delà de cette action-là, donc on essaye de mener des actions de sensibilisation, de formation, d'éducation numérique responsable, et puis l'autre grosse part d'activité de l'association, c'est d'éditer des études de référence sur le sujet, avec donc notamment l'impact du numérique, France, Europe, monde, qu'on essaie de remettre à jour tous les ans, dans un contexte pro ou dans un contexte plus général, et puis mettre à disposition des outils, voilà, tout ce qu'on peut comme outils, le principal étant le site ecoindex.fr, qui permet de tester simplement une page web et d'avoir des indicateurs sur l'impact que provoque cette page web. Voilà. Ouais, donc merci. Beaucoup d'activités qui sont d'une grande richesse et d'une grande utilité pour tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. C'est des bonnes bases de travail. Ensuite, Erwan, c'est à vous. On n'a peut-être plus besoin de présenter l'ADEME, hein, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui se présente aussi comme l'Agence de la transition écologique. Je rappelle juste qu'elle a été créée en 1991, et que c'est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés de la recherche et de l'innovation, de la transition écologique et solidaire et de l'enseignement supérieur. Mais je crois qu'Erwan, vous teniez surtout à évoquer ce matin les actions de l'ADEME qui concernent spécifiquement le numérique. Oui, effectivement, donc je travaille à l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique. Alors à l'ADEME, on a à peu près 1000, avec une organisation dans des directions régionales, à peu près la moitié du personnel dans des directions régionales, pour mettre en place les politiques publiques au sein des territoires. Et puis l'autre moitié qui est dans des directions techniques. Et donc moi, je travaille dans une direction technique qui est la direction économie circulaire. Et au sein de cette direction, il y a 4 services et un service qui s'appelle éco-conception et recyclage, qui travaille beaucoup sur tous les sujets liés à l'éco-conception, liés aussi au recyclage avec des experts matières, et puis aussi à tous les sujets liés à l'allongement de la durée d'usage des produits et au numérique. Alors sur le numérique, depuis quelques années, c'est un sujet montant à l'ADEME, et donc on travaille sur trois principaux axes. Le premier axe, c'est l'évaluation des impacts et la connaissance, développer de la connaissance, donc développer des méthodologies pour calculer les impacts environnementaux, développer des référentiels, et puis lancer des études. Et donc notamment, on vient de finaliser une étude pour mesurer l'impact environnemental du numérique en France, étude qu'on a fait avec l'ARCEP, qui va être poursuivie par une étude prospective qui à 2030 et 2050, qui devrait sortir d'ici 15 jours. Donc c'est le premier grand volet qui est l'évaluation et les méthodologies pour évaluer les impacts environnementaux. Le deuxième volet, c'est le volet financement. Donc à l'ADEME, on finance beaucoup les collectivités et les entreprises, et on finance aussi notamment l'éco-conception des produits et des services numériques. Et donc voilà, il y a beaucoup de financements qui sont faits pour accompagner les acteurs à améliorer et lancer, voilà, développer des projets, notamment d'éco-conception numérique. Et vous retrouverez tout ça sur la plateforme Agir, donc Agir ADEME. Et puis le dernier axe, c'est la sensibilisation des publics, avec des campagnes de communication, et une qui a été lancée spécifiquement sur le numérique l'an dernier et qui se poursuit. Et donc je vous présenterai en fin de webinaire notamment ce qu'on peut retrouver sur notre site qui s'appelle longuevieauxobjets.gouv.fr, avec un focus numérique et beaucoup de choses qu'on peut retrouver, des bonnes pratiques, mais aussi des outils pour adopter un numérique plus responsable. Super, merci Erwan. Donc on verra ça tout à l'heure, en effet. Alors, comme cette keynote d'ouverture a pour objectif de présenter le contexte pour aider à la prise de conscience des enjeux environnementaux du numérique et de la nécessité de s'engager dans des démarches de numérique et de dématérialisation éco-responsable, vous avez choisi chacun 2 chiffres que vous teniez à nous présenter ce matin. Alors, je vous propose, Erwan, de vous garder encore pour commencer avec vos chiffres à vous.
Pouvez-vous nous les commenter? Alors, Alors, 2,5%, allez-y. ouais, le premier chiffre, c'est 2,5%, c'est l'impact environnemental du numérique sur l'indicateur gaz à effet de serre. Donc, le numérique représente en France 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Donc ça, c'est issu d'une étude qu'on a menée avec l'ARCEP pour mesurer l'impact environnemental du numérique sur une dizaine d'indicateurs avec des méthodologies ACV, donc analyse de cycle de vie. Et on a regardé sur tout le cycle de vie quels étaient les impacts environnementaux. Donc le premier chiffre, 2,5% de l'empreinte carbone de la France, ce qui est très loin d'être négligeable puisque c'est un peu plus que le secteur des déchets, par exemple, et c'est à peu près équivalent au secteur de l'aviation. Donc on voit Mais qu'on c'est est énorme. très loin d'être sur un secteur qui est dématérialisé comme on pourrait se l'imaginer. C'est pas du tout dématérialisé, les impacts ils sont bien présents. Donc Bien c'est réel. bien réel. C'est 17,2 millions de tonnes équivalent carbone qui sont émis chaque année avec l'utilisation des services numériques en France. Et ça correspond aux émissions directes d'un parc de plus de 12 millions de véhicules par an. Et le deuxième chiffre, c'est 10%. C'est 10% de la consommation électrique totale en France. Donc pour utiliser tous les équipements, les infrastructures réseau et les data centers, consomment chaque année 10% du total de l'électricité en France. Ouais. Voilà, donc on est sur des chiffres qui sont loin d'être négligeables. Peut-être un dernier chiffre, c'est aussi la question des ressources, puisque le numérique consomme beaucoup de ressources et notamment beaucoup de métaux. Par exemple, sur un smartphone, on a à peu près 50 métaux qui sont utilisés, et donc derrière, il faut mobiliser beaucoup de ressources, notamment pour extraire ces métaux. Et en termes de mobilisation de ressources, on est à 932 kilos par habitant et par an de ressources qui sont mobilisées chaque année pour utiliser le numérique en France. Ça fait au global 62,5 millions de tonnes de ressources mobilisées pour le numérique. Ok, merci Erwan. Oui, c'est des chiffres qui permettent de bien prendre la mesure de l'ampleur du souci, de l'impact. Je passe à vos chiffres, Jérôme. Vous teniez à signaler que 43% de notre budget soutenable est dépensé dans le numérique au bureau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le budget soutenable? Parce que je ne suis pas certaine que tout le monde soit familier de cette notion. Oui, alors le budget soutenable, c'est en fait c'est le budget qu'on devrait s'allouer en termes d'impact donc carbone ou sur les métaux ou les minéraux ou la consommation d'énergie fossile, etc. pour rester dans les limites planétaires. Donc en gros, on entend souvent parler de 2 tonnes qui seraient si toute l'humanité descendait à 2 tonnes de CO2 équivalent par an, on pourrait s'en sortir. Donc voilà. Et sur ce budget soutenable, donc aujourd'hui, on en mange 43%, donc quasi la moitié, juste avec le numérique au bureau. Donc on ne parle pas de transport, on ne mange pas, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'agriculture, etc., etc. Et 43% part déjà juste pour le numérique au bureau. Donc c'est pour donner une idée un peu de l'ampleur de l'effort qu'il faut entreprendre. Alors c'est pas là dans les 6 mois à venir, mais sur le long terme, ça veut dire que ce budget-là doit redevenir à un niveau raisonnable. Et donc voilà, on voit qu'on part de très 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 loin par rapport à là où on devrait raisonnablement arriver. Donc voilà, ça Bah, merci. c'est le premier chiffre et je trouve Oui. il a le mérite de bien marquer les esprits. Et ensuite un deuxième donc qui est plus
classique, plus connu, mais c'est 83%, enfin autour de 80, suivant les différentes études, des gaz à effet de serre générés par l'IT qui ont lieu lors de la fabrication de l'IT. Donc ce qu'il faut se rappeler et ce qu'il faut absolument garder en mémoire, c'est que voilà, l'IT, c'est vraiment la fabrication et la mise en place de nouveaux systèmes qui coûtent cher à la planète. Donc c'est le parallèle de ça, évidemment, c'est d'essayer de minimiser le nombre de fabrication des équipements nouveaux, ce qui ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on essaye de nous faire consommer, mais c'est très très conséquent. Et c'est dû, pareil, pour descendre un tout petit peu dans celui-là, c'est dû non seulement au fait que les équipements sont de plus en plus individuellement impactants. On a des télés de plus en plus grandes, des écrans de plus en plus grands, des smartphones de plus en plus compliqués, etc. etc. Donc avec des impacts pas négligeables. On a une complexité technique, donc on parlait de 50 métaux qu'il faut pour un smartphone aujourd'hui. Voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour le premier téléphone portable qui doit avoir maintenant 30 ans ou 40 ans, et je crois qu'il y avait 15 ou 20 métaux. Ils étaient beaucoup plus simples et de facto beaucoup plus recyclables aussi. Donc voilà. C'est tout. Merci Jérôme. Merci à tous les deux pour ces chiffres. Donc face à ces chiffres qui nous permettent en effet de prendre la mesure de l'impact du numérique. On pourrait passer maintenant à vos conseils et vos recommandations pour y faire face. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez tous les deux insisté sur ces 3 points clés, à commencer par la réduction du taux d'équipement par collaborateur. Jérôme, je crois que vous recommandez notamment d'éviter d'utiliser un deuxième écran, très à la mode en ce moment. Je reconnais que moi-même, là, à cet instant, j'ai mes 2 écrans face à moi. Mauvaise pratique. Oui, en fait, d'une manière générale, c'est vraiment la réduction du taux d'équipement, c'est-à-dire on a vraiment tendance à multiplier les équipements et donc voilà, le bi-écran est symptomatique de ça, surtout qu'en fait, on voit arriver des pratiques, par exemple, où les gens ont 2 écrans devant eux, mais en plus, c'est sur un ordinateur portable. Donc ils ont un ordinateur portable qui est branché à 2 écrans, sachant qu'en fait il y a un 3e écran posé sur la table. Il y a un smartphone qui a un 4e écran. Il y a des fois une tablette. Enfin voilà, en fait il y a vraiment une multiplication mais considérable du nombre d'objets connectés. Et malheureusement on a de plus en plus d'objets dits intelligents et aujourd'hui tout est by design un objet connecté avec avec tout un tas d'électronique, etc. Et qui des fois est non utilisé. Aujourd'hui, vous allez acheter vous allez acheter un Thermomix dans le commerce. Un Thermomix, j'ai rien contre Thermomix, hein, mais vous allez acheter un Thermomix dans le commerce. Vous avez un petit écran, un petit truc connecté, etc., qui est probablement plus puissant qu'un iPhone au moment où l'iPhone est sorti, qui est dans votre Thermomix pour vous expliquer comment il faut mettre les ingrédients et dans quel ordre. Et à côté de ça, vous avez quand même un smartphone dans votre poche. Donc voilà, la réduction du taux d'équipement pro et d'une manière générale pro et perso est quelque chose de fondamentalement hyper important, et c'est vraiment un des premiers gestes qu'on a, sachant qu'il y a des questions après dans un monde professionnel qu'on va se poser, c'est
moins, mais du coup, ça fait réfléchir à d'autres aspects, c'est-à-dire c'est quoi le bon équipement pour mon collaborateur. Est-ce Mm. que à la place d'avoir un mauvais laptop d'entrée de gamme et un mauvais smartphone d'entrée de gamme et une mauvaise tablette d'entrée de Mm. gamme, est-ce qu'on ferait Mm. pas mieux d'avoir un très bon laptop et de pas avoir les deux équipements à côté? Enfin voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Oui. Des Faut réflexions voir un à avoir peu en amont, systématiquement, quand on s'équipe, quoi. exactement. Mm. Bah, merci Jérôme pour ce premier point. Passons maintenant au deuxième. Erwan, vous teniez à rappeler l'importance de l'impact environnemental lié à la phase de fabrication, ce que nous a expliqué Jérôme tout à l'heure quand il nous présentait ces chiffres. Et vous recommandiez donc d'allonger la durée d'usage de nos équipements. Oui, effectivement, Jérôme en a parlé tout à l'heure. Mm. Quand on regarde sur le cycle de vie des équipements, donc entre la phase de fabrication, la phase de distribution. Donc la phase de fabrication, il faut extraire les métaux et puis ensuite il faut assembler tout ça pour fabriquer le produit. La phase de distribution, en général, ces produits sont fabriqués en Asie et ils sont distribués chez nous. Ensuite, il y a la phase d'usage où on consomme de l'électricité pour les faire fonctionner, puis la phase de fin de vie. Et quand on regarde toutes ces phases, 80% de l'impact environnemental, c'est la phase de fabrication. Et puis quand on regarde les grandes briques du numérique, donc les équipements, les data centers et puis les infrastructures réseau pour amener les données de l'équipement au data center, eh bien la partie équipement représente un petit peu moins de 80%, 79%. Les data centers, c'est 16% et les réseaux, c'est 5%. Donc on voit que plus longtemps on va utiliser ces équipements, moins on va en fabriquer et donc au plus on va diminuer son impact environnemental. Donc le principal levier pour limiter et diminuer les impacts environnementaux numériques, c'est d'utiliser ces équipements le plus longtemps possible et donc d'allonger la durée de vie de tous les équipements. Et donc pour ça, il y a plein de moyens. D'abord, bien entretenir ces équipements, donc en prendre soin, les protéger, mettre des coques sur les téléphones, des vitres sur les smartphones, des housses pour les ordinateurs portables, les nettoyer et notamment les poussières pour les ordinateurs, pour éviter qu'ils tombent en panne. Ensuite, si malheureusement ils tombent en panne, eh bien, c'est avoir le réflexe de la réparation, donc les faire réparer pour leur donner une, une vie supplémentaire. Et Et donc puis de à l'achat, choisir des équipements réparables, parce que donc de choisir certains des équipements réparables, ouais. exactement. Et pour ça, il y a des outils qui existent maintenant, puisque sur les smartphones, les télévisions et les ordinateurs portables, il y a un indice de réparabilité qui va noter avec une note de 0 à 10, 0 étant un équipement qui n'est pas réparable du tout, et 10 étant super réparable. Et donc, vous pouvez faire vos choix maintenant en fonction de cet indice de réparabilité. Et puis, il y a aussi le reconditionnement et le réemploi. Donc, acheter des produits reconditionnés, il y en a de plus en plus, avec des gammes de produits reconditionnés de plus en plus importantes. Smartphone, tout le monde le connaît, mais aussi ordinateur fixe, ordinateur portable, même des consoles de jeux peuvent être reconditionnées. Donc avoir ce réflexe-là, d'aller vers ces produits reconditionnés. Et puis quand vos équipements arrivent en fin de vie et que vous voulez vous en débarrasser et qu'ils fonctionnent encore, et ben justement, donner ça à des structures qui font du reconditionnement pour avoir une seconde vie. Donc il y a plein de structures de l'ESS et en entreprise, avoir le réflexe de travailler avec ces personnes pour avoir plus de gisements vers ces structures de reconditionnement. Et puis éviter aussi le suréquipement, Jérôme en a parlé tout à l'heure, renouveler les équipements le plus tard possible. Donc en entreprise, souvent les ordinateurs sont renouvelés une fois qu'ils sont amortis, donc au bout de 3, 4, 5 ou 6 ans dans les bonnes pratiques. Donc peut-être décaler cette date d'amortissement puisque souvent les ordinateurs sont changés alors qu'ils fonctionnent encore.
Même chose pour les smartphones. Et puis voilà, les smartphones par exemple, on sait que une majorité des Français changent de smartphone alors que l'ancien fonctionne encore. Donc ne pas tomber dans les sirènes de la nouveauté et essayer de garder son smartphone 1 ou 2 ans de plus si il est adapté à vos besoins et il fonctionne encore. Et puis il y a la question aussi des batteries. Donc la bonne gestion des batteries, on sait que c'est un facteur limitant pour beaucoup de ces équipements numériques, aussi bien smartphone que ordinateur. Et donc là, il y a un certain nombre de, de conseils aussi qu'on peut donner. Éviter de mettre en charge, par exemple, toute la nuit son équipement. Une charge alternée entre 20 et 80%, c'est des bonnes choses à faire. Se mettre en mode économie d'énergie dès qu'on le peut. Le réglage de la luminosité, par exemple, qui consomme beaucoup de Consomme batterie. beaucoup. Et puis, quand vous êtes au travail et que vous finissez votre journée, eh bien, éteignez complètement vos équipements, ne pas les laisser en veille, éteignez en les branchant sur des multiprises qui peuvent s'éteindre. S'éteindre avec un seul bouton, quoi. Avec un seul bouton, quand vous partez, vous n'avez plus besoin, vous éteignez la multiprise. Ça évitera de la consommation en veille et donc de l'usure. Et donc, ça favorise une durée d'usage plus longue. Merci Erwan. Alors je vous propose qu'on passe maintenant à vos recommandations concernant les outils et technologies à privilégier. Jérôme, lorsque nous avons échangé ensemble, vous évoquiez le surdimensionnement des technos qui entraîne un poids mort lors de l'utilisation. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, oui, alors le surdimensionnement, c'est le phénomène vicieux par excellence, surtout dans le monde du logiciel. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, quand on fabrique un logiciel, on utilise des librairies d'outils ou des frameworks pour fabriquer ce logiciel-là, un peu comme un Lego. Moi, une analogie que j'aime bien utiliser, c'est enfin, faire un logiciel ou faire une page web, c'est comme si on fabrique une boîte à outils pour que les gens puissent faire un acte métier donné. Donc, une boîte à outils, c'est, enfin voilà, suivant l'acte que la personne va avoir à faire, il ne faut pas surdimensionner la boîte à outils, même si on a l'impression de lui faire plaisir en mettant plus d'outils, en mettant des choses plus grosses, plus pratiques, plus machin, plus trucs. En fait, on a tendance, parce on s'en rend pas compte par l'immatérialité du numérique, du poids de cette boîte à outils. Et dans le monde physique, ça paraît évident de dire bah, si on met trop d'outils, les gens vont plus pouvoir porter leur boîte à outils, etc. Ça va être trop lourd pour eux. Dans le monde du numérique, c'est exactement la même chose qui se passe, sauf que c'est pas vous qui portez la boîte à outils, c'est votre terminal, donc votre PC ou votre smartphone, etc. Et du coup, bah voilà, trop d'outils, trop compliqués, trop lourds, votre terminal, il va plus arriver à charger, et on va provoquer justement ce fameux phénomène d'obsolescence qui fait que aujourd'hui, clairement, on ne jette pas un terminal parce qu'il marche plus, on jette un terminal parce qu'il rame. Enfin, j'aimerais bien savoir la proportion de personnes qui aujourd'hui jettent encore leur terminal parce qu'il ne fonctionne effectivement plus. Ça doit être hyper marginal. Donc, Oui, en plus, c'est pas ce que vous dites. Vous dites pas parce qu'il marche plus, parce qu'il ne fonctionne pas de façon optimale comme à l'achat. Vous dites c'est ça, simplement, les gens changent parce qu'il rame. d'outil parce que ça rame, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est quand même fou de se dire, enfin voilà, c'est quand même fou de se dire, voilà, on rajoute des choses. Si dans ma voiture, les fabricants me rajoutaient des choses dans ma voiture jusqu'au point où ma voiture n'avance plus tellement c'est lourd, ce que je suis obligé de traîner comme boîte à outils,
enfin, je deviendrais fou, n'importe qui deviendrait fou. Et dans le numérique, voilà, c'est une notion On s'en rend pas qui est pas, compte. on s'en rend pas compte, ben parce que Mm. justement, c'est pas matériel. On voit pas la Mm. matérialité du numérique. On n'est pas dans les mines de coltan ou dans les machins pour voir la matérialité du numérique. Et donc, du coup, on s'en rend pas vraiment compte. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, une petite image pour ça, hein. Dans les années 80, moi, ma mère, elle achetait des billets de train sur un Minitel. Euh, et elle achetait un billet de train. Je veux dire, elle recevait ses billets de train et voilà, tout allait bien, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre parce que les trains, il y a toujours, je pars du point A au point B avec un horaire de départ, un horaire d'arrivée. Euh, Enfin, j'aimerais bien comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut des mégas et des mégas alors, pour faire la même chose. L'acte métier est resté exactement le même, Mm. acheter un billet de train, mais on a rajouté une complexité effarante là-dessus. Et donc, de temps en temps, ben voilà, il faut se poser la question de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux fondamentaux là-dessus? Le deuxième point, c'est privilégier les standards ouverts. Alors ça, bah, notamment dans le monde de la démat et de la démat documentaire, c'est peut-être un point qui est plus qu'on rencontre plus souvent, mais c'est voilà les standards ouverts, les formats ouverts ont l'avantage de ne pas provoquer une surcharge de conversion, etc. Il faut passer du format A au format B, du protocole A au protocole B. Et cette surcharge, en fait, n'a aucune valeur pour l'humanité. C'est juste qu'en fait, on est enfermé chez un éditeur A et qu'on doit passer chez un éditeur B et on va faire tout un tas de traitements juste parce que A ne veut pas directement donner le format de B, etc., etc. Donc c'est de la non-productivité. Mm. Alors évidemment, Perte de c'est facile, temps, utilisation de données, perte de temps, enfin c'est tout la oui. totale. Euh, Mm. et Mm. donc voilà. Et donc ça, c'est souvent parce que alors des fois il y a des cas, voilà, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais Mm. souvent, en fait, c'est parce qu'on n'y pense pas au moment où on achète son logiciel, où on fait fabriquer son logiciel, etc., etc. Et donc, ça me fait la transition parfaite avec le troisième point, Oui. c'est penser éco-conception. Dans éco-conception, il y a conception. Si vous pensez éco-conception au moment où vous donnez, enfin au moment du code, au moment où vos développeurs vont bosser, c'est trop tard. Ils Bien vont sûr. faire de l'optimisation, mais ils vont pas faire de la conception. Et donc, c'est vraiment dès le tout début d'un cycle projet d'aller se poser les bonnes questions. Et justement, les bonnes questions, c'est quoi le besoin de mes utilisateurs pour éviter de surdimensionner et c'est quoi les bons formats, les bons, etc., qui vont me permettre de ne pas me retrouver coincé avec un overhead monstrueux de conversion ou autre. Voilà. Et donc déjà, si je fais ces deux choses-là au tout début, que mon cahier des charges est propre, que ma spécification est propre, etc., etc., tout le reste Mm. va en découler. Bien sûr. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens-là que de le faire dans l'autre Mm. sens. Bien sûr. Ben, merci Jérôme. Erwan, de votre côté, je crois que donc vous nous en reparliez au début du webinaire. Vous souhaitez signaler le site web longuevieauxobjets.gouv.fr qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et de l'ADEME. Qu'est-ce qu'on peut Mm. y trouver? Ouais, alors juste avant de passer ça, effectivement, Mm. l'éco-conception et l'éco-conception des services numériques, elle est fondamentale, hein. Et donc, je le disais en intro, nous à l'ADEME, on aide les entreprises qui veulent se lancer dans des démarches d'éco-conception, puisqu'on finance notamment des diagnostics d'éco-conception numérique pour voir où sont les gains environnementaux et comment faire pour que votre site web, votre service numérique ait moins d'impact environnemental.
Et donc Ça, c'est effectivement, on a, intéressant. on a un site web qui s'appelle longuevieauxobjets.gouv.fr qui a été développé dans le cadre d'une campagne triennale sur l'allongement de la durée d'usage des produits il y a 2 ou 3 ans. Et donc dedans, vous allez retrouver beaucoup de choses sur la réparation, et notamment il y a un annuaire des réparateurs sur les réemplois, etc., etc. Et depuis un an, il y a un focus sur le numérique avec énormément de documentation qui sont à la disposition et des consommateurs, mais aussi donc des particuliers, mais aussi des entreprises et des collectivités. Et donc dedans, vous retrouverez des vidéos avec des exemples qui fonctionnent, notamment sur l'éco-conception numérique, des infographies, mais aussi des guides de bonnes pratiques, un guide sur le numérique responsable, un guide sur les impacts environnementaux du smartphone, par exemple, Mhm. des conseils, des liens vers des MOOC. Donc il y a un MOOC qui a été développé avec l'INR et que auquel l'ADEME a participé et a financé, donc qui propose un module de sensibilisation pour toutes les personnes en entreprise pour se sensibiliser au numérique responsable. Donc ça dure 30 minutes et je vous encourage vivement à faire cette sensibilisation. 30 minutes, c'est pas beaucoup. On peut aller plus loin avec des modules un peu plus techniques, mais déjà faire Mhm. celui de sensibilisation, c'est bien. Et puis aussi, il y a un kit qui est téléchargeable et à disposition de toutes les entreprises et de toutes les collectivités, où dedans vous retrouverez un quiz par exemple, mais aussi des vidéos qu'on peut relayer sur les réseaux sociaux, des mémos qui sont à distribuer largement auprès des salariés, des newsletters aussi qu'on peut envoyer à intervalles réguliers avec chaque newsletter étant focus sur une problématique de numérique responsable, des posters, 4 posters qui peuvent être affichés dans les locaux, et puis des petits objets comme par exemple une signature email ou un écran de veille qu'on peut installer sur ces ordinateurs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conseils. Il y a des conseils aussi pour bien entretenir ces produits, alors avec pas mal de produits numériques, mais aussi d'autres produits comme l'électroménager. Et donc, je vous encourage vivement à aller sur ce site longuevieauxobjets.gouv.fr. Oui, vous avez l'adresse hein, dans les slides qui défilent si vous voulez recopier l'adresse du site web. On a encore quelques minutes. Finalement, que ce soit l'ADEME ou Green IT, vous faites beaucoup de sensibilisation. L'objectif, c'est que chacun prenne conscience et s'empare de ces sujets. Je voulais avoir votre avis concernant la maturité des entreprises. Finalement, c'est le public qui nous suit aujourd'hui, les professionnels, les entreprises. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui s'est déjà opérée? On en parle de plus en plus, mais est-ce que finalement, dans les faits, est-ce que les actions suivent? Est-ce que chacun, vous, en 2-3 minutes, vous pouvez me donner votre avis sur la question? Je ne sais pas lequel veut commencer. Bon, je peux prendre. Allez-y, Donc Jean. moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle découverte entre guillemets du sujet. C'est ce qu'on disait en introduction, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne dit le numérique, ça n'a pas d'impact, ou etc., etc. Là, je pense que ça y est, c'est rentré dans la conscience collective que le numérique a un impact. Il y a une partie, enfin en tout cas moi dans les gens et les entreprises que je côtoie, il y a une partie des gens qui comprennent enfin, de combien est cet impact, mais déjà c'est une première étape de se dire, ok, mais cet impact il est de combien. Voilà, on a donné quelques chiffres
en introduction, mais c'est pas forcément évident. C'est pas voilà, les gens quand ils se disent ah bah, 2,5% de l'empreinte carbone, finalement c'est pas grand-chose, alors que 2,5% c'est juste monstrueux. Et donc voilà, il y a encore, je pense, une certaine maturité à avoir au niveau de la compréhension de vraiment la taille de cet impact. Et après, là où moi je pense on n'y est pas encore, c'est vraiment sur le passage à l'action, et parce que ça implique déjà d'avoir engrangé toutes les connaissances en amont, puis passer à l'action c'est compliqué et en fait si on veut faire du développement durable dans son activité, parce que finalement c'est du développement durable, faut garder à l'esprit que c'est comme l'a défini l'ONU, c'est people, planet, profit. Voilà. Et aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui, pour la plupart, ont toujours fonctionné uniquement sous l'angle profit. Et c'est pas une méchanceté pour elles, hein, c'est juste que c'était un fait. Et du coup, on découvre l'angle people des choses et on découvre l'angle planète. Bref, on découvre la RSE. Ben, il y a il y a une certaine maturité à avoir sur le sujet. Et puis de se dire, on ne peut plus travailler comme on a toujours travaillé, puisque le business as usual, ça marche plus en fait, ça marche plus si on veut laisser quelque chose de correct à nos enfants, on ne peut plus faire ça. Et en fait, ce petit switch là, c'est là où je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que les gens prennent conscience que on ne peut plus faire comme on a toujours fait pendant 50 ans, mais c'est pas une fatalité, c'est pas une punition, c'est juste qu'il va falloir se creuser un peu la tête pour trouver comment on peut faire autrement, de manière plus raisonnée pour les humains et pour la planète. Merci Jérôme. Erwan, vous partagez ce point de vue? Ouais, exactement. Je partage tout ce que vient de dire Jérôme. On est au début de la prise de conscience et on est sur un sujet aussi qui est quand même très, très, très spécifique quand on regarde les impacts d'aujourd'hui. 2,5%, c'est effectivement très important. Mais quand on fait des projections à 2030 ou 2050, on s'aperçoit que, et notamment avec l'arrivée des nouveaux équipements, des objets connectés qui vont exploser dans les années à venir grâce à l'arrivée de nouvelles technologies réseau comme la 5G par exemple, on est sur un secteur d'activité qui, contrairement à tous les autres secteurs, l'industrie, l'agriculture, le transport, où on est plutôt sur des stabilisations ou des diminutions des impacts environnementaux, le numérique, lui, va continuer de croître et de manière extrêmement importante. Donc là, aujourd'hui, c'est déjà un sujet, mais dans 20, 30 ans, ça sera encore plus un sujet, avec des questions qui vont se poser sur le changement climatique, mais aussi sur les ressources minérales. Je le disais tout à l'heure, 50 métaux pour fabriquer un smartphone. Dans 30 ans, ces métaux, il y en a plein où on sera en situation de pénurie. Bien sûr. Voilà. Et On avec pourra plus les aussi trouver. avec des compétitions d'usage entre d'un côté le numérique et d'un autre côté la transition écologique avec par exemple les panneaux photovoltaïques ou les batteries ou les batteries pour les véhicules électriques ou les éoliennes qui consomment aussi les mêmes métaux que le numérique. Donc on va sûrement avoir des compétitions d'usage et aussi un discours qui vise à faire que la techno va résoudre beaucoup de problèmes, et sachant que la techno, en grande partie, c'est le numérique. Donc il y a une vraie prise de conscience à prendre, et cette prise de conscience, elle doit être partout et par tout le monde. Il n'y a pas de petits gestes.
Et donc, aussi bien les particuliers, mais et dans notre vie, notre vie classique à la maison, mais aussi des comportements à avoir au bureau et au travail Bureau. qui permettent de limiter ces impacts. Donc l'idée, c'est Et vraiment d'agir partout dans la bonne utilisation de ces équipements, des usages raisonnés et arriver quand même à se poser la question de la sobriété qui, de toute façon, si on ne bascule pas sur de la sobriété, on risque de nous voir imposer cette sobriété, notamment parce que en termes de on n'a ressources, on plus le n'aura plus choix. assez de ressources On n'aura dans plus les le choix. prochaines années. Pour finir, merci à tous les deux. Si on a une petite minute supplémentaire, il y a une question du public là. On parle de prise de conscience et que finalement un jour on n'aura plus le choix. Est-ce que vous pensez qu'il est important de mettre en place des lois qui peuvent limiter l'impact à travers l'encadrement de la conception des terminaux, des outils en général et de l'éco-conception en particulier? En une minute, très rapidement, est-ce qu'il y en a Ouais, un des deux il y a déjà pas mal de choses là-dessus, c'est en train de bouger depuis quelques années. Il y a la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, où dedans il y a beaucoup d'obligations sur le numérique, mise à disposition des pièces détachées, les indices de réparabilité aussi qui sortent de cette loi, qui sont obligatoires et qui seront bientôt remplacés par un indice de durabilité. Donc on prendra en compte la fiabilité des produits. Et puis des obligations aussi pour les collectivités de s'équiper en équipement reconditionné. Il y a aussi des obligations sur la question des mises à jour logicielles qui, pour le numérique, est un facteur extrêmement limitant à la durée d'usage des produits. Donc, Oui, effectivement, la comment? réglementation peut faire et commence à faire pas mal de choses. Les fonds réparation qui sont en place là depuis 2-3 mois et qui permettent de diminuer la facture pour le consommateur de 20 ou 30 euros. Et donc tout ça, ça provient de la réglementation et des obligations réglementaires. Bah, merci Erwan pour cette dernière question. Merci à tous les deux pour votre présence ce matin. Je vais rendre le micro pour la suite des conférences de cette journée, puisque à suivre dans un instant la conférence sur les flux entrants et la capture de 10h15 à 11h. Donc j'espère qu'on n'a pas trop retardé le timing et je vous remercie Erwan et Jérôme pour votre disponibilité, votre présence ce matin. Merci. Merci à vous. Bonne journée.